a dirigé en collaboration avec Olivier Abel le numéro 2013 de la revue Studia Phenomenologica consacré au centenaire de Paul Ricoeur, et il a également dirigé en collaboration 2 volumes collectifs sur la phénoménologie de l'histoire. Ses principaux articles portent sur l'herméneutique de Gadamer et celle de Ricoeur. Nous avons le plaisir de lui donner la parole aujourd'hui pour une intervention intitulée Jean-Luc Marion, lecteur de Paul Ricoeur. Petite précision avant de commencer, chaque fois que j'emploie dans mon texte, d'une manière très impolie, les expressions la pensée de Marion, chez Marion, etc., je vous prie d'entendre monsieur le professeur Jean-Luc Marion. Je le fais seulement pour ne pas trop alourdir le texte, je m'en excuse. De toutes les rencontres possibles entre la pensée de Ricoeur et celle de Marion, il faudrait en mentionner à cette occasion quelques-unes pour donner un aperçu de la portée de leur rapport. Pour le préciser dès le début, c'est un rapport particulier établi selon le principe autant de rencontres, autant de séparations. Il est question d'abord de traduction. Toute tentative de rendre en français l'allemand de Gelegenheit en tant que donation doit confronter les traductions déjà à l'œuvre dans la réception de la phénoménologie en France. C'est à ce titre que Marion croise la traduction exemplaire des idées 1 de Husserl que Ricoeur propose dès les années 50. Une traduction exemplaire, non seulement par sa probité linguistique et par l'appareil critique qui l'accompagne, mais aussi par le fait qu'elle a été suivie par un trio remarquable. La série d'études qualifiant les ambiguïtés en termes de projet husserlien, recueillie dans le volume à l'école de la phénoménologie, une philosophie de la volonté qui se propose d'élargir et de dépasser l'idée de la conscience représentationnelle envers le domaine volidique, et finalement une reformulation hermétique de la phénoménologie dans le texte à l'action et la suite. D'autant plus le rapport à une telle traduction renforcée semble nécessaire et exigeant. C'est dans les pages des 2 étant donné, que ce rapport trouve une de ses premières expressions marquée par l'ambivalence déjà évoquée. C'est ici que Marion s'accorde avec Ricoeur lorsque celui-ci remarque, en marge de sa traduction du principe des principes, le rapprochement frappant entre 2 expressions, l'intuition donatrice et ce qui se donne. Si Ricoeur entend par cela les difficultés d'une philosophie qui doit marier l'eau et le feu, c'est-à-dire la constitution transcendantale et l'intuitionnisme, Marion y voit confirmer sa thèse sur l'existence d'un pi du donné. Mais c'est toujours ici que Marion se sépare de Ricoeur, car celui-ci se compte parmi les traducteurs qui, bien qu'ils aient saisi la balance de la Gelegenheit de désigner aussi bien ce qui est donné que le caractère d'être donné, choisissent toutefois de traduire le terme allemand par donné, entendant simple présence purifiée de toute donation. Ce qui n'est pas du tout un simple choix linguistique, car il est impliqué, selon Marion, une décision conceptuelle de conséquence. Non seulement que la donation est réduite à la donnée, mais celle-ci devient également un fait brut, neutralisé et lisse, ce qui rend impossible l'accès à la pensée véritable de Husserl. Il est ensuite question de la dépossession du sujet. Qui n'a pas été tenté de penser, en lisant les belles pages de Marion sur les témoins de la donnée, où l'on assiste au dépouillement radical de la subjectivité de ce caractère transcendantal, aux tentatives répétées de Ricoeur, de Lévinas bien évidemment, de rabaisser le sujet de sa position centrale de foyer constitutif de sens. Pour ce qui est de Ricoeur, il est à mentionner, à titre des positions qui réverbèrent dans la pensée de Marion sur la donnée, le long chemin qui mène du cogito blessé des années 60 au cogito brisé des années 90. Des blessures et des fragmentations du sujet qui relèvent d'une position commune à Ricoeur et à Marion. Celle de reconnaître la présence d'un sens déjà constitué sur la conscience constitutive. Les deux saisissent le surcroît de sens pour Ricoeur, tout simplement pour Marion, qui vient du côté du phénomène en tant que puissance qui démonte et déborde la subjectivité transcendantale. Les chances célèbres que Ricoeur propose entre le moi à maître de lui-même contre le soi disciple du texte ne se fait que sous l'imposition du phénomène du texte qui est capable, par son autonomie sémantique, de décentrer l'ego, de travailler et d'informer du pseudo-identité. Mais comme nous l'avons déjà dit, autant de rencontres, autant de séparations. Même si la dépossession du sujet que propose Ricoeur semble assez violente par rapport à la phénoménologie transcendantale de Husserl, aux yeux de Marion, elle n'a pas la radicalité d'un véritable renversement. Pariant sur le sens, Ricoeur se meut encore
dans la possibilité tracée par la phénologie husserlienne. Comme il n'élargit pas l'intuition, Ricoeur préfère par contre déployer l'autonomie de la signification. Même la figure ricoeurienne la plus proche de ce que Marion appelle le soi du phénomène, notamment le monde du texte, reste encore formulée en termes d'intentionnalité. Malgré sa capacité d'interpeller le soi du lecteur, ce monde du texte reste cependant, je cite Ricoeur, un objet intentionnel visé par le texte comme son hors-texte. Fin de la citation. Pour le dire autrement, Ricoeur, comme d'autres phénoménologues avant lui, ne fait que décrire des phénomènes nouveaux par rapport à ceux envisagés par Husserl, telle la métaphore, le texte, le narratif. Et c'est la nouveauté du champ phénoménal questionné qui l'amène à des résultats remarquables, telle la dépossession du sujet transcendantal qui va de pair avec le privilège accordé à l'autonomie sémantique des phénomènes. Mais il n'est pas prêt, considère Marion, de reconnaître la primauté de la donation du phénomène. De ce point de vue, l'interpellation qu'un phénomène saturé lance à l'égard du témoin ne se fait plus en termes de sens, mais d'excès. Le rapport Ricoeur-Marion s'établit également au niveau de la question du don-donation. Il s'agit dans ce cas d'une rencontre en chair et en os en 1994 à Paris, lorsque Ricoeur questionne Marion sur le bien fondé du rapport qu'il institue entre la donation au sens phénoménologique du terme et le don. Entre ces deux termes, se demande Ricoeur, n'y a-t-il pas un pur équivoque? À la limite, ne faudrait-il pas distinguer, distinguer essentiellement entre la donation phénoménologique du donné et la thématique commune du don? C'est une question perçante qui trouvera ses échos même 3 ans plus tard dans un autre dialogue, cette fois entre Marion et Derrida à Villanova University. S'il y a un soupçon d'équivocité entre ces deux termes de la part de Ricoeur, c'est à cause du caractère historique et non linguistique qui semble entourer la donation chez Marion. Reconnaître à la donation une primauté inconditionnée, affranchie de tout langage, de toute historicité, et de plus, suspendre ces éléments constitutifs, donateur, objet donné, donateur, c'est aux yeux de Ricoeur, rompre totalement avec l'économie du don, qui se précise cependant en tension créatrice avec une logique d'équivalence qui travaille au sein d'une communauté donnée, etc. Il est vrai que le phénomène du don est revêtu d'une importance particulière, l'accord Ricoeur-Marion, car c'est à partir de sa capacité de rompre la chaîne de la réciprocité qu'on peut esquisser une logique de surabondance de l'amour qui vient compléter la logique de l'équivalence qui gouverne notre vie quotidienne. Mais d'ici, jusqu'à considérer le don comme phénomène limite dont la description ouvre un horizon, je cite, bien plus vaste que ceux de l'objectivité de l'être, notamment l'horizon de la donation, est un pas majeur que Ricoeur n'est pas préparé à faire. Après avoir esquissé rapidement ces trois points de rencontre de séparation entre Ricoeur et Marion, je voudrais m'attarder dans ce qui suit sur un quatrième. D'une certaine manière, il vient prolonger la discussion sur la question du don. Cette fois, c'est Derrida qui demande à Marion si l'on peut encore décrire un don qui ne se réduit ni à un objet ni à un étant en termes d'un tant que. Et sinon, continue Derrida, c'est un tant que tel est abandonné. Quel est l'usage que Marion peut encore faire du mot phénoménologie? Mais comme d'après Heidegger, la question de l'en-tant que est commune aussi bien à la phénoménologie qu'à l'herméneutique, je voudrais poser cette question sur les frais de l'herméneutique. Quel usage peut-on encore réclamer de ce terme herméneutique si l'on abandonne la structure de l'en-tant que? Conduit par cette question, je voudrais mettre en relation l'herméneutique sans fin de Marion et l'herméneutique de Ricoeur, développée sous le signe de l'inachèvement. Prenant en compte les sans fin de leurs herméneutiques, je voudrais aussi vérifier si toute tentative de confronter l'herméneutique de Marion et celle de Ricoeur arrive-t-elle inévitablement à souligner, en emboîtant le pas à Grèche, Grondin et Koenig, la différence qui les sépare, différence qui vient de leur manière distincte d'envisager le hals herméneutique. Confronter leur pensée, c'est réduit toujours à une question de choix entre situer le hals herméneutique au cœur du phénomène qui, comme sens, décentre la conscience, la fait sortir d'elle-même, l'ouvrant ainsi à des médiations imparfaites, Ricoeur, ou placer la structure de l'en-tant que au second degré par rapport au pli de la donation Marion. Dans les mots de Grondin, la discussion se résume-t-elle à marquer la disjonction exclusive entre une philosophie à prétention fondationnelle mais qui pense sans langage, je cite Grondin, et une herméneutique du préalable structurée linguistiquement. Aux objections de Grondin, Marion répond dans le volume de Surcroît, la dernière partie de la trilogie. Dans une note de sous-sol, il prend le soin de préciser,
je cite, que l'interprétation du phénomène comme donné n'interdit pas l'herméneutique, mais l'exige. Fin de la citation. Comme depuis Heidegger et Gadamer, la nécessité d'une herméneutique est hors de question. L'important, continue-t-il, est de se pencher sur les légitimités phénoménologiques de l'herméneutique. Puisque Marion ne clarifie pas dans ce contexte qu'est-ce que c'est les légitimités phénoménologiques, il nous reste à poursuivre avec cette question. Pourquoi une herméneutique est-elle nécessaire? Qu'est-ce que du cœur du phénomène requiert une interprétation? Pour le dire tout simplement, il y a herméneutique là où il y a différence. On fait de l'herméneutique là où on ne comprend pas, on ne comprend plus, ou on ne comprend pas totalement. On fait de l'herméneutique dans le cas où la calme adéquation entre intuition et intention, pour employer l'expression de Marion, est niée, brisée ou inversée. À chacune de ces trois expressions, négation, brisure, inversion, nous rattachons trois manières distinctes de faire l'herméneutique, chaque manière étant différemment légitimité phénoménologiquement. En fonction donc de la façon de formuler la différence, la compréhension se fait sous le signe de la mécompréhension, chez Schleiermacher. La compréhension comme existentielle fait le fond englobant de toute mécompréhension ou incompréhension, chez Heidegger, Gadamer et Ricoeur, où la compréhension se fait de et par l'incompréhensible, chez Marion. Chez Schleiermacher, la légitimité phénoménologique de l'herméneutique vient d'une mécompréhension placée méthodologiquement, je souligne, méthodologiquement, au cœur du phénomène à comprendre. Il est ici à rappeler brièvement la distinction qu'il faisait entre une pratique plus lâche de l'herméneutique conduite par la croyance que la compréhension s'accomplit naturellement et une pratique rigoureuse de l'herméneutique qui doit traiter la mécompréhension comme un phénomène qui vient de soi, dont la menace nous oblige à rechercher la compréhension à tout prix. Si l'herméneutique prétend être une méthode véritable, ou même plus, un art d'interprétation à prétention universelle, elle doit placer à l'horizon de tout incompréhensible le spectre de la mécompréhension. C'est de ce spectre méthodologique de la mécompréhension que se nourrit la légitimité de l'herméneutique chez Schleiermacher. Je cite Schleiermacher. Il y a donc herméneutique là où il y a mécompréhension. Quant à la légitimité phénoménologique de l'herméneutique dite existentielle, j'aimerais citer ici, à cet égard, un fragment de Ricoeur commentant Gadamer. Je cite. Il y a herméneutique parce qu'il y a la conviction et la confiance que la compréhension qui précède et enveloppe la mécompréhension a de quoi réintégrer la mécompréhension dans la compréhension par le mouvement même de la question et de la réponse sur le modèle dialogal. Fin de la citation. Si nous écartons la conviction, la dite et la manière particulière par laquelle on assimile la mécompréhension dans la compréhension, il nous reste cette position de fait. Il y a herméneutique parce qu'une entente préalable enveloppe toujours la mécompréhension. Mais arriver à cet investissement herméneutique du préalable et à la primauté phénoménologique qui revient ne se fait qu'à condition de reconnaître avec Heidegger la centralité d'un être dont le rapport primaire au monde se fait en termes de compréhension. Une compréhension qui se meut dans un milieu déjà informé par le sens, une compréhension qui est essentiellement temporelle, donc ni historique, mais aussi ouverte sur le possible, et qui est également linguistiquement structurelle. Ce que la phénoménologie herméneutique nous dit de cette manière est que le préalable est déjà traversé par la structure herméneutique de l'instant que, et par conséquent, toutes mes compréhensions, même incompréhensions, ne sont que des phénomènes dérivés obtenus par privation, abstention, refus, méprise de ce qui était déjà compris d'une manière non thématique. Une toute autre intention anime l'herméneutique de Marion, dont le mot d'ordre est comprendre de et par l'incompréhensible, et dont la figure clé est celle de la contre-expérience. À cet égard, il nous semble très éclairante la discussion sur le don entre Derrida et Marion, où celui-ci précise, je cite, la question est donc, comment est-il possible de rester rationnel et d'avoir un discours qui traite de l'impossible? Il y a différentes stratégies. On peut d'abord distinguer entre une intelligibilité forte et une intelligibilité faible. Entre parenthèses, c'est la solution que propose la phénoménologie herméneutique, qui, pour penser l'impossible, l'inscrit sur le fond du possible de la compréhension. On peut aussi dire, continue Marion, que nous devrions envisager ce que j'appelle un excès d'intuition, plus exactement un excès de données, lequel incarne un type d'impossibilité. Fin de la citation. Mais envisager ce type d'impossible se réduit à une compréhension de et par l'incompréhensible, qui n'est pas rien, souligne Marion. Je cite encore, en fait, nous avons déjà cette sorte de contre-expérience quand nous envisageons un événement historique, une peinture, le perfection de la chair et l'expérience d'autrui. Toutes ces expériences de l'impossible, que j'appelle paradoxe,
Nous ne pouvons leur donner sens de façon objective, et pourtant, nous faisons ces expériences. L'incompréhensible, l'excès, l'impossible font partie intégrante de notre expérience. Fin de la citation. Cela dit, peut-on déjà saisir une différence entre cette manière de légitimité l'herméneutique et celle précisée en haut, rattachée au nom de Heidegger, Gadamer et Ricoeur? Pour répondre, il faudrait s'attarder sur un petit exemple. Déterminer le rapport entre le voir et le comprendre. Chez Heidegger, il y a herméneutique parce que le voir pur et simple des choses inclut déjà une structure d'explicitation. Chez Heidegger, il y a herméneutique parce que le voir pur et simple des choses inclut déjà une structure d'explicitation. Cette structure de l'entente est si originellement incluse dans le voir que même un regard qui fixe quelque chose qu'on ne comprend pas apparaît comme quelque chose de dérivé, comme une privation, une déviation à l'intérieur d'un voir purement et simplement compréhensible. Chez Marion, il y a herméneutique parce qu'il y a des événements qu'on ne peut pas comprendre même si on les voit. L'incompréhensible n'est plus précédé par un voir compréhensible englobant. En fait, il lui résiste car il est d'autre nature. Il est fait, je cite, d'évidence impossible et inintelligible. Voir et ne pas comprendre, car débordé par un excès d'intuition intraduisible en pensée, constitue le cœur de la contre-expérience dont la rationalité, seule l'herméneutique sans fin, est appelée à déployer. Avant de nous pencher sur les sans fin de cette herméneutique et pour ne pas quitter trop rapidement le parallèle avec Heidegger, j'aimerais insister sur la manière de déterminer la contre-expérience. Et là, je me permets de vous adresser une question. Chez Heidegger, l'affirmation de la préalabilité ontologique de la compréhension se faisait au prix d'accepter au sein de son argumentation la figure du cercle du comprendre. Mais ajoute-t-il, vu que ce cercle appartient au mot d'être de la réalité subsistante, je cite Heidegger, on devra en général éviter de caractériser ontologiquement par un tel phénomène quelque chose comme le Dasein. Fin de la citation. Pour Marion, la détermination de la contre-expérience se fait à notre prix, celui d'accepter au sein de son discours non pas la figure du cercle, mais celle de l'inversion. Pour ne citer que quelques fragments de l'état donné. Le phénomène saturé apparaît à l'encontre des conditions des possibilités de l'expérience. Une autre citation. Le paradoxe ne suspend pas seulement la relation de suggestion du phénomène au jeu, il l'inverse. Autre citation. Ces quatre caractères du phénomène saturé impliquent le renversement terme à terme de toutes les rubriques sous lesquelles Kant classe les principes de l'entendement. Et ainsi de suite. Si Heidegger prenait ses distances par rapport à la figure du cercle, car trop liée à la dimension de Vorhandenes, ne faudrait-il pas faire de même en ce qui concerne la figure de l'inversion qui est acceptée sans un questionnement préalable? La figure de l'inversion par laquelle on détermine la contre-expérience n'est-elle pas trop endettée aux dimensions de l'étang et de l'objet pour qu'elle soit acceptée sans réserve dans le discours sur les phénomènes saturés? L'inversion ou le renversement comme une des manières possibles de faire la différence dans le sens de la produire, ne faudrait-elle pas relever plus des questions quant à sa provenance et à sa capacité de déterminer la contre-expérience? La légitimité phénoménologique de l'herméneutique sans fin de Marion est donc donnée par le fait qu'il y a des événements que nous ne pouvons pas comprendre et que pourtant nous voyons. Et pour nommer ces expériences de l'impossible, on mentionne l'événement historique, la peinture, l'auto-affection de la chair et l'expérience d'autrui, comme nous avons dit. C'est à partir de cette énumération que je voudrais m'attarder sur la portée et la complétude d'une telle herméneutique. Parcourant le texte de Marion, il est difficile à dire si cette herméneutique sans fin peut couvrir, à elle seule, toute la topie des phénomènes en tant que pauvre, commune et saturée, ou si elle est conçue seulement pour un certain niveau, celui des phénomènes saturés le plus probable. Autrement dit, l'herméneutique sans fin est-elle une herméneutique générale, et dans ce cas, comment peut-elle justifier son caractère fondationnel par rapport aux autres herméneutiques? Quelles règles et méthodes peut-elle imposer? Ou bien une herméneutique régionale? Dans ce cas, comment se situe-t-elle par rapport aux herméneutiques du texte, des sciences de l'esprit, et ainsi de suite? Parvient sur le fait que la primauté de la donation, qui n'est accessible qu'à cette herméneutique, assure l'universalité de cette discipline, donc son caractère englobant, il reste encore indéfini la manière dans laquelle l'expérience du sens, traduite en concept, intentionnalité, signification, vient s'ordonner sur l'expérience de l'excès du phénomène irregardable, invisible, insupportable. La primauté de la donation assure-t-elle aussi les transitions, les passages dans la topie des phénomènes?